Bonsoir, bienvenue au Palace. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette projection spéciale de Clair de femme. Ce film prend place dans le cadre de l'exposition que nous consacrons à Romy Schneider et de la programmation de films qui l'accompagne. Alors, notre invité ce soir réalise, scénarise et produit des films depuis 1965. Il a gagné 2 Oscars avec Z en 1969, Missing en 1982, Missing avec lequel il remporte aussi la Palme d'Or au Festival de Cannes. Festival de Cannes où il remportera le prix du jury pour Z, le prix de la mise en scène pour Section spéciale en 1975. Il remporte également l'Ours d'Or au Festival de Berlin en 1990 pour Music Box. Il a tourné avec les plus grands, juste pour vous donner quelques noms: Yves Montand, Simone Signoret, Michel Piccoli, Jean-Louis Trintignant, Jack Lemmon, Sissy Spacek, Jessica Lange, John Travolta, Dustin Hoffman, Mathieu Kassovitz. Il est aussi le président de la Cinémathèque française, avec laquelle nous collaborons pour l'exposition Romy Schneider. Il nous fait le plaisir et l'honneur de venir présenter le film qu'il a réalisé avec l'actrice et son acteur fétiche, je dirais, Yves Montand. Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, Monsieur Costa Gavras. Elle était belle. Alors, oui, il va. Oui. On aura une séance de questions-réponses après le film, mais en introduction, avez-vous quelques mots à dire sur le film? Oui, c'est un film, c'est une histoire d'amour, mais je vais vous laisser la découvrir et si vous voulez, on en parle après. Parce que c'est une histoire d'amour sans être une histoire d'amour. Mais je pourrais, pour ceux qui veulent le rester, je vous en parlerai. J'étais assistant de Clouzot, c'est là quand il préparait son enfer, qui est défini pour lui, qui est fini à lui comme un enfer, puisqu'il n'a jamais fait le film. Enfin, il n'a pas fait de la même manière à laquelle il voulait le faire. Alors c'est là où j'ai rencontré Romy, on a souvent parlé, et il me disait, si un jour tu deviens metteur en scène, tu fais un film, je vais faire un film avec toi. Voilà, c'est parti comme ça. Et des années plus tard, quand j'étais metteur en scène, on s'était revus, et on a toujours pensé qu'il faut faire un film ensemble. Je le voulais. Et quand j'ai lu le livre de Romain Gary, j'ai pensé tout de suite à un film. Voilà, c'est parti comme ça, et c'est vrai qu'on a eu une relation très, très, très intéressante, très, je dirais, fusionnelle, parce que Romy aimait beaucoup être très proche du metteur en scène, lui demander des choses sans arrêt, lui envoyer des petits papiers demandant ce que je fais. Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, donc il y avait des petits papiers. Et le matin, elle m'en donnait, puis le soir, quand elle partait, etc., pendant le tournage aussi. Donc c'était une relation très, très proche. Et ce qui était bien aussi, c'est qu'ils se sont bien entendus avec Montand. Ils avaient déjà tourné un film ensemble. Et c'était une très belle expérience avec elle, parce que c'était une femme, malgré le fait qu'à l'époque, elle vivait vraiment un malheur, elle avait oublié ça, elle avait mis de côté pour jouer son personnage, ou c'était servi probablement pour jouer son personnage, mais on n'en parlait jamais de cela, de la vie privée et des problèmes privés. On parlait que du personnage. Alors, vous allez écouter des dialogues qui sont un peu particuliers. C'est exprès. C'est dans le livre de Gary, que j'ai voulu absolument respecter, parce que ces 2 personnages, vous verrez peu à peu, qui sont, comme disait Gary aussi, qui sont ivres de malheur, et qu'ils essayent de sortir de ce malheur. Donc ils ne parlent pas comme tout le monde. Ils parlent comme des personnages ivres. Voilà. Et alors je vous laisse voir le film, et puis si vous voulez, je reviens tout à l'heure pour qu'on en parle éventuellement. Merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure. Bonne projection. J'espère que le film vous a plu. Vous n'allez pas dire le contraire. Hein. Voilà. Première question, alors c'est une question qu'on pose toujours, vous avez déjà un peu répondu tout à l'heure
à la question que je vais vous poser. Mais la genèse, en fait, l'origine du projet. Donc là, vous sortez, à ce moment-là, vous avez fait 5 films plutôt politiques. Là, vous passez à un autre registre. Vous avez dit tout à l'heure que c'est une adaptation d'un bouquin de Romain Gary. Le bouquin, il sort juste un an avant, je pense, en 77, et vous le tournez directement. Donc c'est un livre que vous découvrez tout de suite et que vous adaptez directement. Vous avez répété le mot politique, moi je n'accepte pas le terme. Je le refuse catégoriquement. Je pense que les films étaient films politiques aussi d'une certaine manière. À partir du moment où ils parlent de la vie, de la société, de la façon de se comporter l'un par rapport à l'autre, ça devient politique. Moi, politique, ça n'est pas les films. Je suis demandé de faire cette espèce d'introduction. Pour moi, la politique n'est pas seulement parce qu'on parle des hommes politiques et des histoires politiques. Ça l'est aussi, ça. Mais le reste aussi, le cinéma, on a une relation politique avec le cinéma, quoi qu'on veuille, que ça soit bon, que ça soit mauvais. Voilà. Je crois profondément à cela. Si vous voulez, on peut développer cette idée. Alors, bon, le film est né parce que depuis très longtemps, je voulais faire, comme tous les metteurs en scène, un film sur l'amour, un film d'amour, comme on dit. Il y en a des centaines dans le cinéma, et je lisais des livres aussi, et j'aimais beaucoup Romain Gary, je le connaissais, et quand son livre est sorti, j'ai lu, je dis voilà, ça m'intéresse beaucoup. C'est parce qu'il y a une histoire d'amour, comme vous avez vu qu'il n'y a pas d'histoire d'amour. Il y aura une histoire d'amour, probablement. Voilà. C'est ça qui m'a intéressé énormément dans cette histoire. Et le fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils sont ivres de malheur. Voilà. Ça peut nous arriver dans la vie à des moments, et on fait une rencontre. Et cette rencontre peut se poursuivre, tant bien que mal, et peut avoir une conclusion heureuse. Voilà ce que je pense pour cette histoire. Je pense qu'il y aura naturellement une conclusion heureuse parce que, vu la relation qu'ils ont eue. Donc, je demandais à Romain Gary si les droits étaient libres. Et c'est amusant parce qu'il m'a dit non, il y a un Suisse fou qui a acheté les droits. J'ai appelé le Suisse fou, qui était un jeune producteur qui avait des salles, etc. Et il m'a dit, mais quelle est cette plaisanterie? Costa Gavras, pourquoi il m'appelle? Qui vous êtes fou? C'est pas vrai, il n'y croyait pas. Je lui ai dit, voilà, le film m'intéresse, l'histoire m'intéresse, venez. Il est arrivé le lendemain matin à la maison, il est monté les 4 étages, très essoufflé, parce qu'il était un peu rond. Et il m'a dit, vous plaisantez pas, non? Et c'est comme ça qu'on a fait le film. Il a voulu le produire absolument, il a eu des partenaires français. Et mon idée, c'était de travailler de nouveau avec mon temps, mais aussi avec Romy Schneider, que j'avais connu, comme je vous l'ai dit, chez le film de Clouzot. Et on s'était rencontrés souvent, il faut qu'on fasse un film, etc. Et on a fini par... J'ai trouvé les sujets, et je lui ai proposé. Voilà. Et elle a accepté très vite. Et après une question qu'elle m'a posée, il m'a dit, tu fais le film pour Yves Montand ou pour moi? J'ai dit, je fais les films pour l'histoire et avec vous deux, comme ça. Et les relations ont été établies, étaient très nettes, très claires. Et c'était fantastique de retrouver ce couple-là qui se connaissait déjà devant la caméra. Et ça a été un tournage très intéressant. Est-ce que vous aviez en tête aussi le tournage qu'ils avaient... Donc, ils ont tourné dans César et Rosalie. Est-ce que... Ça a été une évidence pour vous. Est-ce que vous avez pensé à ce film César et Rosalie, ou bien vous aviez l'idée de Romy Schneider et Yves Montand et que vous vouliez les réunir, ou bien vous vous êtes dit tiens, ça fonctionnait bien sur ce film-là? Il était question, les acteurs sont très sensibles à ça. Ils ont travaillé ensemble, il fallait oublier complètement ce qu'ils avaient fait ensemble. D'abord, c'est une comédie, c'est tout à fait autre chose. Et il n'était pas question de reprendre quoi que ce soit. Donc, c'était très clair. Il ne fallait même pas raconter cela, leur expliquer cela. C'était évident. Avant de laisser le public réagir, je voudrais aussi vous poser une question toujours sur l'adaptation du livre. Donc, vous avez dit tout à l'heure que les dialogues respectent fortement le livre. Si je ne me trompe pas, l'histoire est quand même un peu différente dans le livre, puisque le décès de la femme de Michel intervient au début du livre. Tandis qu'ici, ça arrive plus tard. Mais
Par contre, sur les dialogues, là, vous avez été plutôt respectueux du bouquin. Non, j'ai décidé tout de suite de garder les dialogues pour les raisons que je vous ai dites, parce qu'ils sont ivres de malheur, donc ils parlent d'une manière différente des autres. Voilà. C'est là, et c'est ce qui m'avait beaucoup plu dans le livre aussi, entre autres, parce qu'on s'éloigne complètement de la vie quotidienne, de la vie normale d'une histoire d'amour. C'était une histoire d'amour sans être une histoire d'amour. Voilà, ça, c'était très très clair, très net avec les dialogues. Chacun est dans son monde, dans son univers, donc il réagit par rapport à cela. Et d'ailleurs, on a fait un essai pour refaire des dialogues quotidiens, et on les a tous abandonnés très vite, surtout les acteurs. Et c'est vrai que quand le film est sorti, certaines critiques ont écrit « Oui, les dialogues sont un peu bizarres », parce que, bon, évidemment, Costa n'est pas tout à fait français. Donc, voilà. Alors, ce qui était amusant, c'est que Romain Gary m'avait envoyé une lettre après avoir vu le film, une lettre qui était très content parce qu'on avait... Enfin, d'ailleurs, c'est pour cela que je n'avais pas voulu travailler avec un scénariste, ce qui m'arrive parfois. J'ai voulu le faire tout seul pour ne pas avoir des réactions autres que les miennes par rapport au livre et par rapport à ce qu'il y a dans le livre. Alors Romain Gary était ravi, il m'a dit c'est un très bon film. On a fait beaucoup de livres, des films de mes livres, et pour la première fois, je trouve une authenticité, enfin, etc. Enfin, il était très content. Non, pour vous dire que c'était une œuvre et j'ai voulu entièrement garder l'œuvre et l'illustrer le mieux possible par rapport à ce que je sentais personnellement. Évidemment, il y a des changements par rapport au livre, plusieurs changements, mais ça correspondait aussi à la nécessité de la construction de l'histoire. Ce qui est aussi intéressant dans le traitement, enfin, j'imagine que ça se retrouve, moi j'ai pas lu le livre, donc je peux pas le juger, donc qui à mon avis se retrouve dans le livre, c'est on oscille entre différents genres, le drame, mais aussi c'est burlesque à certains moments, on a absurde à d'autres avec ce japonais belge. Pour donner un exemple, il y a Roberto Benigni, il y a aussi ce personnage de Galba qui amène beaucoup de fantaisie aussi dans le film. C'est quelque chose qui vous a plu, ça, dans le livre ? Oui, la construction du livre. Vous savez, il y a quand on prend une œuvre qui existe déjà, et surtout une œuvre littéraire importante, de l'importance de Romain Gary, il y a une construction littéraire qui est impeccable, qui est parfaite. Mais l'adaptation du cinéma, souvent, c'est autre chose. Donc il fallait évidemment adapter le livre pour le cinéma, pour le spectateur, pour que le spectateur comprenne mieux, suive mieux l'histoire, tout en gardant le sens de l'histoire et aussi le fond du thème. Voilà. Mais ça fait une autre construction, en abandonnant certains chapitres parfois, ou certains dialogues, et en ajoutant d'autres. Mais pas beaucoup d'ailleurs, dans ce livre, pas beaucoup. Est-ce qu'il y a dans le public une question, une remarque, un commentaire ? Là-bas, Nicolas ? Bonjour, merci beaucoup pour ce film. J'avais 2 questions. La première, c'était quand vous écrivez un film, vous pensez jamais aux acteurs, vous pensez jamais à quel rôle va être... Enfin, vous écrivez pas les rôles pour des comédiens que vous avez précisément en tête, parce que, enfin, je sais pas, en voyant ces interprétations, j'ai l'impression que les rôles ont été écrits un peu pour eux. Et l'autre question que j'avais à vous poser, c'était est-ce que tous vos films, parce que j'ai constaté que c'était que des adaptations, vos films à chaque fois de romans, et ma question c'est pourquoi ? Pourquoi ne jamais écrire vous-même une histoire ? Ou est-ce que c'est parce que je sais que votre parti pris c'est de dire que le cinéma c'est avant tout une histoire, et donc est-ce que ça doit forcément passer par la littérature ? Ou, enfin voilà, c'était ma question. Non, il m'est arrivé quelquefois de faire des scénarios originaux complètement. Mais il est vrai aussi que parfois je suis tombé sur des livres qui m'ont intéressé profondément et qui ne peuvent pas être différents par rapport à des vraies histoires. Ça, c'est une histoire littéraire complètement inventée. Mais il m'est arrivé de trouver des livres, de lire des livres avec des vraies histoires qui m'ont intéressé profondément. Donc, je les ai adaptés seul ou avec quelqu'un. Je pense qu'il est évident mieux de pouvoir inventer une histoire, mais quand quelqu'un a écrit une histoire aussi belle, il y en a d'autres aussi,
et qu'on s'intéresse à ce thème, on s'intéresse à cela, autant prendre le livre. C'est vrai qu'il y a comment dirais-je, il y a l'envie, il y a même l'égoïsme d'être je suis le scénariste, je suis l'inventeur. Moi, ce qui m'intéresse au cinéma, c'est de raconter ce qui me plaît profondément. Et je sais aussi que nous faisons au cinéma un spectacle. Vous venez ici pour voir un spectacle. Et ce spectacle provoque ou ne provoque pas des émotions. Et avec ces émotions, on sort du spectacle, on sort de la salle, et on discute ou on ne discute pas du tout, on fait ce qu'on veut. Voilà, c'est ça. Mais essentiellement, on fait un spectacle. Alors, s'il y a des sujets pour lesquels je n'arrive pas à faire un spectacle, par rapport à une idée profonde, par une histoire d'amour, par exemple, eh bien, je n'arrivais pas pendant plusieurs années, puis j'ai trouvé ce livre, je me suis dit, voilà, c'est ça, c'est ça la raison de l'adaptation. Et j'ai un énorme respect pour les metteurs en scène qui font les histoires, mais qui écrivent les histoires et qui font les films. Et c'est assez rare. Vous savez, si on compte les metteurs en scène dans le monde qui n'ont pas travaillé avec un scénariste, ils sont très peu nombreux. Bon, il y en a beaucoup de plus en plus des dernières années, mais quand on revient dans les années, jusqu'à la fin du siècle dernier, il y a très peu de metteurs en scène qui faisaient entièrement tout. Bon, vous les connaissez sûrement, quelques-uns, oui, et puis c'est normal, et c'est des grands metteurs en scène de toute façon. Ils ont fait des beaux films. Sur la deuxième question, donc est-ce que quand vous écrivez, vous pensez déjà à certains acteurs et actrices, ou est-ce que ça vient après? Est-ce que vous pensez à tiens, ça c'est un rôle pour Romy Schneider et Yves Montand, ou bien non, ça vient après? Dans ce cas, j'ai pensé très vite à Montand et à elle, bien sûr, parce que je lui avais promis qu'un jour on travaillerait ensemble. Mais en général, j'essaye de penser, oui, qui va jouer ça? Comment on va le jouer? De même que je pense souvent, en écrivant le scénario, même avec quelqu'un, quelle musique je vais mettre. Je pense que ce sont des choses qui aident à avancer, qui aident aussi à mieux voir, mieux imaginer le film. Donc, quand il arrive, il crée en pensant aux acteurs, en pensant à plein de choses, au décor souvent, à quel endroit on va le faire, etc. Et quand on arrive le jour où on a les moyens pour le faire, cet argent, parce qu'il y a un autre partenaire qui est indispensable et qui n'est pas toujours d'accord, c'est le financier, enfin c'est le distributeur, le producteur ou le distributeur. Quand on arrive à ce point-là, on sait où on va complètement. Et quand on arrive au jour du tournage, et ça c'est mon point de vue personnel, il faut exactement savoir ce qu'il faut faire, mais dans le moindre détail, parce que c'est la meilleure façon, toujours pour moi, de prévoir ce qui va être le montage par la suite, ce qui va être le film. Et évidemment, on parle beaucoup avec les acteurs de différentes scènes, de ce qu'ils doivent faire, ce qui peut se faire ou ne peut pas se faire, etc., etc. Il y a une vraie relation avec les acteurs que je développe beaucoup, mais sous une condition. Je dis, le dernier mot doit l'avoir le metteur en scène. Parce que sinon, c'est l'œuvre de personne. Si tout le monde introduit, dit, faisons ceci, faisons cela, changeons ceci ou cela, c'est l'œuvre de personne. Donc les acteurs, en général, ils acceptent très bien. Tout le monde l'accepte d'ailleurs, finalement, en tout cas en France. C'est vrai qu'en Amérique, où j'ai travaillé un peu, il y a une relation encore plus, disons, beaucoup plus nette, je dirais violente. Il faut établir ça dès le départ. Sinon, après, on est complètement happé par les interventions qui sont nombreuses, qui sont en général des vice-présidents qui sont nombreux dans les grandes compagnies, qui s'occupent chacun d'une chose différente, etc. Donc, c'est un dialogue interminable. Si on détermine ça dès le départ, et je l'ai toujours fait, on peut faire le film tranquillement. Il y a un rapport de force qu'on n'a pas en France. On a plus en France, en Europe, surtout en France, on a un rapport d'échange, de discussion. Bonjour. J'avais encore une question sur l'adaptation. Est-ce que pour vous, le fait d'adapter un livre est une démarche personnelle et vous y voyez un intérêt personnel de raconter ce que vous avez tiré de cette œuvre, ou est-ce que c'est quelque chose de plus large sur quel est l'apport du cinéma sur un roman ou une œuvre littéraire? Oui, forcément. C'est la vision du metteur en scène qui demande à l'auteur du livre, de l'histoire,
de le laisser libre de faire comment il voit l'histoire. Voilà. Oui, absolument. Il faut que ce soit la vision. Évidemment, il y a des choses qu'on doit respecter, mais on peut ne pas les respecter aussi. À partir du moment où un auteur, moi je préfère respecter, surtout pour certains livres qui sont basés sur des vraies histoires. Je respecte complètement l'histoire. Mais à partir du moment où l'auteur a vendu son livre, il perd toute intervention. Il n'existe plus. C'est pour ça que Romain Gary m'a dit que chaque fois on a fait 3 ou 4 films avec ses livres du passé, les Américains, eh ben, il a vu des films, des histoires qu'il ne connaissait pas du tout. Mais ça arrive souvent, ça. La question était aussi est-ce que c'est un rapport personnel que vous avez avec l'histoire ou est-ce que ça s'intègre dans quelque chose de plus large qui peut faire écho à la société? Corrigez-moi si je me trompe. Oui, c'est ça. Non, moi je pense qu'un film, c'est une affaire personnelle. Il y a un socle qui est le livre, il y a le livre qui existe, mais c'est personnel. Ce n'est pas par rapport à la société, parce qu'on parle souvent, les spectateurs n'aimeront pas, ils aimeront. Mais qui sont les spectateurs? Vous êtes ici, je ne sais pas, 200, 300, eh bien, vous êtes chacun différent, vous voyez les choses complètement différemment. On ne peut absolument pas imaginer que penseront les spectateurs. C'est pour ça que la chose doit venir, à mon avis, du réalisateur, de celui qui fait le film, que vous acceptez ou vous n'acceptez pas. Je ne vois pas d'autres moyens, je ne vois pas d'autres études à faire. C'est vrai que les Américains ont souvent fait des études pour dire, voilà, il faut ceci pour les spectateurs, il faut cela, etc. Parfois ça réussit, mais la plupart du temps, à mon avis, ça n'a pas réussi, ça ne peut pas réussir. C'est une œuvre personnelle, c'est un échange personnel, je pense, avec le public. Bonjour, Monsieur Gavras. Déjà, j'ai trouvé que vous avez admirablement bien mis les mots au cinéma pour interpréter le livre que j'ai lu et que j'ai trouvé magnifique. Donc déjà, merci pour ça. Et aussi la scène avec le chien et le singe, qui est incroyablement obscène, enfin décrit de manière obscène dans le livre. Vous l'avez reproduit à l'image. Et est-ce que vous l'avez vraiment fait? Est-ce que c'était des animaux? Parce que j'imagine que c'est pas des trucages. Est-ce qu'il y a eu du trucage? Non, il n'y a pas de trucage. C'était vraiment la chose la plus difficile au film. Alors on a trouvé un dresseur de chiens italiens et un français, avec chacun leur chien. Ils sont venus, on les a vus. Et l'Italien, traitait son chien et son singe avec gentillesse, avec l'amour, etc., les caresses. Et ça marchait assez bien. Le dresseur français le dressait avec des baffes. Et ça a été un problème. Parce qu'il ressemblait assez, le chien. Et finalement, on l'a gardé entièrement à l'italien parce que ça marchait le mieux. On avait une sécurité, comme on dit, mais c'est aucun trucage. Chaque fois, ils sont en pris, ils se lèvent quand il faut et ils se mettent l'un dans le bras de l'autre et ils dansent. Aucun trucage à aucun moment. Mais ça a été très, très difficile et très long par moment. Parce qu'il faut ce qu'ils veulent, vous savez, et puis il n'y a aucune discipline. Mais l'obscénité de la scène, elle vient aussi du commentaire de Michel, Yves Montand, qui dit que c'est dégueulasse. Non, c'était absurde. C'était montrer cette absurdité qu'il y a. Et de l'utilisation qu'on fait des animaux pour faire des petits spectacles idiots, pour voir, vous voyez comment ils sont formidables, ça n'est qu'une petite curiosité, donc c'était ça qui était important dans le livre, c'était une des choses importantes auxquelles je tenais absolument. Sinon, je le ferai jamais, ça me tient vraiment à cœur. Il y a moyen que vous me dédicacez le livre. Avec plaisir. Tu peux le poser là, il le fera après. Je vous donnerai la fin. Une autre question, un commentaire? Là-bas, le temps que le micro arrive, on a eu un réalisateur récemment qui est venu présenter un film où à un moment donné, il y a un cerf qui apparaît et qui disparaît. Et il a dit que c'était l'enfer, en fait. Parce qu'un cerf, ça ne se dresse pas. Et que c'était vraiment très compliqué. Il était vrai qu'aujourd'hui, on pourrait faire cette danse probablement beaucoup mieux.
avec beaucoup plus de détails, etc. Parce qu'on peut le faire avec des trucages. Prendre un chien, etc., passer des heures, on peut le faire. Mais à l'époque, on ne pouvait pas, et heureusement. Je pense que là, il y a une certaine authenticité, et ça n'est pas une perfection, c'est une espèce de gaucherie qui, à par moments, ça fait vrai, quoi. Voilà. Bon. Bonsoir, Monsieur Gavras. Et, je voulais, plutôt que de poser une question, vous dire d'abord que c'est votre cinéma, le cinéma de Sauté, tous ces acteurs montants, Romy Schneider, qui ont construit mon amour du cinéma. J'ai 61 ans et j'ai grandi en France et voilà, vous dire toute mon admiration et puis revenir à ce que vous avez dit au début de la projection, à savoir que c'était un film politique aussi. Et j'ai beaucoup apprécié aussi cette idée d'aider à mourir de Michel pour sa femme, qui est un débat éminemment actuel. Donc que votre cinéma traverse le temps et que voilà, je voulais vous en remercier du fond du cœur. Merci beaucoup. Et puisque vous mentionnez ma femme, Michel, eh bien, elle est très importante dans ma vie. Nous sommes mariés depuis maintenant plus de 60 ans. Elle parlait de la femme de Michel dans le film, en fait. De Michel dans le film. Oui. Alors, mais ça fait une Michel, belle transition. Peut-être par rapport à ce qui vient d'être dit, donc, comme on l'a dit en début, avant le film, ça fait maintenant presque 60 ans que vous produisez, réalisez, scénarisez des films. Quel regard vous portez sur l'évolution? C'est une question où j'imagine que vous pouvez parler pendant 2 heures là-dessus, mais faire des films maintenant, est-ce que c'est plus compliqué que de les faire à l'époque? Il y a un changement radical, profond, inquiétant même, par certains côtés, de l'audiovisuel d'une manière générale et du cinéma plus particulièrement. Vous voyez, à cette époque-là, on faisait les films, venait à la salle, et il n'y avait pas le film, 10 films à la télévision, 50 films à votre téléphone, etc., etc. Donc c'était une relation tout à fait différente. C'était pas facile toujours de trouver l'argent pour faire les films, ça dépendait, ça dépend toujours d'ailleurs du type de film que vous faites, que vous voulez faire. C'est facile, c'est pas facile du tout parfois, etc. Mais je pense que nous vivons à une époque où on ne sait pas trop où on va. J'étais ravi de voir cette salle parce que je me dis, il faut que le cinéma se renouvelle comme cela, avoir des belles salles, un bel écran, grand, comme ça, pour qu'on soit vraiment absorbé avec l'histoire, parce qu'il y a des petites salles qui ne sont pas si bien, à mon avis, etc. Donc, il y a un changement et les spectateurs viennent de moins en moins au cinéma. Et on voit des jeunes aussi, ici, je vois beaucoup de jeunes ce soir, et je suis ravi de vous voir, parce que c'est vrai qu'il est important de voir les films au cinéma, pas seulement parce que nous faisons les films, nous pouvons très bien faire des films pour les grandes compagnies comme Netflix et les autres. Comme ça, ils passent pas dans les cinémas, on s'en fiche. Mais c'est un drame, à mon avis, parce qu'en général, ils ne passent pas dans les salles, ou ils passent très peu dans les salles. Ils rentrent dans une boîte et les films disparaissent pour toujours, seulement pour ceux qui sont abonnés, qui peuvent les voir quand ils veulent, etc. Mais il y a tellement de films qu'on ne voit plus. Il se crée de moins en moins, je dirais aujourd'hui, de films centres autour duquel on réfléchit beaucoup, on pense et on juge d'autres films. Ce qui se faisait beaucoup plus dans le temps. Donc cette notion-là, cette idée-là se perd beaucoup, à mon avis. Et c'est un danger. En plus, l'autre danger, c'est que de plus en plus, c'est des grosses compagnies comme ça qui risquent d'être les seuls financiers pour faire des films. Et leur projet, ça n'est pas culturel. C'est un projet économique. Leur intérêt, c'est d'avoir beaucoup d'abonnés, mais le nombre de spectateurs, en fin de compte, ne les intéresse pas autant. C'est le nombre d'abonnés qui les intéresse de temps en temps. Alors pour attirer les abonnés, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des grands metteurs en scène qui font des grands films très chers, un ici, un par ici, un par là, et puis après ils font d'autres films pour nourrir leur machine à images. Et souvent sans trop s'intéresser au contenu du film. Ça, c'est le grand danger qui nous guette. Voilà. C'est pour ça que je pense que
je pense que le cinéma doit rester indépendant. Et je dirais encore un mot, peut-être ça ne plaira pas à tout le monde. On ne peut pas avoir un cinéma national, parce que c'est indispensable d'avoir un cinéma national, sans l'aide de l'État. Alors l'aide de l'État, ce n'est pas seulement de l'argent. Il y a toutes sortes d'aides que vous avez ici en Belgique et nous avons en France qui permettent de faire beaucoup de films par an. Et quand on fait beaucoup de films, tous les films ne peuvent pas être bons. C'est comme tous les livres qui ne sont pas bons, c'est comme toutes les musiques qui ne sont pas bons, mais plus il y en a, plus il y a des bons et des films de qualité. Voilà les principes que nous avons, je crois, ici, mais surtout en France. Tout à fait. Merci. Le cinéma, ça n'est pas très cher, finalement, pour un État. C'est vrai. Le nombre d'argent qui dépasse. C'est vrai. Pour rester là-dessus, ce qui est aussi assez fascinant quand on voit tous ces films des années 70, début des années 80, fin des années 60 aussi, c'est des coproductions France, Allemagne, Italie. Il y a eu tellement de grands films qui ont été faits avec ces trois pays. Il y avait les fameuses coproductions franco-italo-franco-allemandes, c'est ça. Et c'était des très beaux films. Vous ne les voyez pas, évidemment. C'est écrit sur le générique, mais on ne fait pas attention. Parfois, il y a les acteurs allemands ou italiens qui participent avec les acteurs français. Et ça a été vraiment des œuvres formidables partout, dans chacun des pays. Quand on voit, par exemple, Philippe Noiret faire des films en jouant en italien, et on l'a accepté très facilement, et ça a été des beaux films. Ça a beaucoup changé, parce que la politique de certains pays, alors parlons d'Italie, M. Berlusconi est arrivé, il a tout détruit, il a caché tout, il a fait ses télévisions, etc. Et puis il a acheté les salles, il a détruit les salles d'une certaine manière, en passant des films de mauvaise qualité. Et malheureusement, cette espèce de couple à trois, si je puis dire, n'existe plus beaucoup, ou très peu. On dit un trouble maintenant. Un couple à trois, voilà, c'est ça. Oui, bon. C'est tous les mots. Pour le cinéma, n'est-ce pas? Je ne fais pas d'allusion à autre chose. Oui, bonsoir. C'est juste une question assez... comme vous parliez de films, évidemment, est-ce que vous avez d'autres projets en ce moment? Est-ce que vous êtes en train de d'écrire autre chose? J'ai des projets. Alors, tout vous dire, ce que je disais à mes amis tout à l'heure, c'est que j'ai eu un projet sur lequel je travaillais pendant très longtemps, j'ai abandonné parce que je me suis aperçu qu'il n'y avait pas d'issue et que s'il y avait une issue, il ne serait pas très bon, celle que je souhaitais. Alors je travaille sur notre projet. Et en même temps, je disais, je le dis toujours, je ne parle jamais des projets. Parce qu'il faut garder le secret des projets. Si on parle des projets, même aux proches, ils disent, si tu faisais ceci, si tu faisais cela, et on s'y perd complètement. Parce que chacun donne son idée, qui parfois sont bonnes, mais vous sortez de vos idées. Il faut rester, à mon avis, dans vos idées jusqu'au bout. Et c'est ce que ça sert. Voilà, je travaille comme ça en ce moment. J'espère que si tout va bien, je tournerai, je ne sais pas, en septembre, octobre, voilà. On arrive au bout. Et je voudrais... C'est la dernière question, n'est-ce pas, ça? Ça arrive à Qui a envie de poser la dernière question? Attention, c'est important. Il y en a une là-bas. Bonsoir, M. Gavras, et merci pour tout. Moi, je voulais juste vous demander si vous n'aviez pas un souvenir, une anecdote de ce tournage, parce que moi, ce cinéma m'a toujours fait rêver. Donc, je voudrais que vous me fassiez rêver encore un peu. Vous savez, dans un tournage, il y a tellement d'anecdotes qui se passent. Non, la seule chose que je peux dire, c'est Montand qui a essayé plusieurs fois de danser avec le singe. Il n'a pas réussi. Le singe, il l'a rejeté violemment. Même si quand il a essayé à un moment donné de se mettre sur les genoux pour être à sa hauteur. Voilà. Non, il y a beaucoup de choses dans le film. J'essaie de ne pas les retenir parce qu'on me le demande souvent et ça, c'est amusant, c'est vrai. Il y a des bons moments, comme il y a des moments aussi de grandes tensions. Et je vais vous dire une anecdote qui n'en est pas une. Quand il y a une grande difficulté, que les acteurs n'acceptent pas de faire quelque chose, ils veulent autre chose, ou qu'il y a une tension dans ça, j'ai découvert très vite qu'il y avait un système
que le metteur en scène se mette à se fâcher violemment et d'engueuler son premier assistant. Qui sait d'ailleurs pourquoi on l'engueule? Et que tout d'un coup, ça jette un froid terrible. Et on dit, maintenant, on tourne. Et plus personne n'ose faire autre chose que ce que le metteur en scène fait. Voilà, ça, c'est un secret que je le dis souvent aux écoles. Mais beaucoup de metteurs en scène ne croient pas beaucoup parce qu'on a souvent peur des acteurs. Et puis, je dis qu'il ne faut pas avoir peur des acteurs. Si quelqu'un veut faire du cinéma ou même du théâtre, il faut que le metteur en scène soit le maître d'œuvre. Qu'il fasse une bonne œuvre ou une mauvaise œuvre, il faut que ce soit le maître. Sinon, c'est l'œuvre de tout le monde. Et vous n'êtes pas venez ici voir un film de l'œuvre d'une commission ou de tout le monde. Voilà. Eh bien, bonsoir de m'avoir écouté. En tout cas, avec les acteurs et actrices avec lesquels vous avez tourné, on peut comprendre que vous n'avez pas peur des acteurs ni des actrices. Merci beaucoup. Et je voudrais juste... quand on a demandé à Costa Gavras de venir présenter un film, il a dit oui tout de suite. Et ça s'est mis très très vite. Et je voudrais vraiment le remercier pour cela. C'était très, très gentil de votre part. Et on est vraiment ravis et très honorés de vous avoir accueillis. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.